Soft law et inclusion des personnes en situation de handicap. Ces thématiques ont en commun d'interroger toutes deux le rapport à la norme en appelant une conception élargie de celle-ci. Le soft law ébranle la conception traditionnelle du droit en le poussant à accueillir une diversité de règles juridiques contraignantes et dépourvues de force obligatoire. De son côté, l'inclusion impose un élargissement radical de la norme sociale en vue de refléter la diversité humaine. Le handicap n'appelle pas moins qu'un nouvel humanisme, selon Julia Kristeva. Soft law et inclusion des personnes handicapées ont du reste partie liées. Une société inclusive ne se décrète pas, elle se construit pas à pas, encadrée par le droit. Un droit qui, pour partie, épouse les formes du soft law, ou pour le dire autrement, s'exprime par la voie d'instruments juridiquement non contraignants. Alors, tout en réservant la qualification de soft law à ce type d'instruments juridiquement non contraignants dans mon exposé, j'envisagerai également, dans le cadre de cet exposé, des normes qui relèvent formellement du hard law, mais qui présentent une force normative affaiblie. J'entame avec le soft law. Principe de protection des personnes atteintes de maladies mentales. Observation générale du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur les personnes souffrant d'un handicap. Contestation du Comité européen des droits sociaux en matière de handicap. Je pourrais multiplier les exemples à l'envi, tant les instruments de soft law sont légion en la matière. Un soft law que l'on pourrait qualifier de péri-législatif, dans la mesure où il se déploie dans l'environnement du droit positif en vigueur, en particulier dans la mouvance de la protection universelle des droits fondamentaux, s'adressant à tout être humain et donc, en ce compris, aux personnes en situation de handicap. Un soft law qui, pour l'essentiel, émane d'acteurs institués et reconnus par le droit positif, qu'il s'agisse d'organes internationaux ayant vocation à représenter politiquement les États membres, comme l'Assemblée générale des Nations unies ou le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, ou d'organes experts qui n'ont pas cette vocation, à l'instar du Comité européen des droits sociaux. Un soft law qui, de manière générale, est animé par une même volonté, la volonté de changer le regard sur les rapports entretenus par la société à l'égard des personnes handicapées et par la nécessité de tourner le dos à une logique d'aide ou de charité au profit d'une approche basée sur les droits dont sont porteuses ces personnes au même titre que les autres. Un soft law qui, on l'a déjà dit tout à l'heure, peut aussi constituer une étape dans l'évolution du droit en précédant sa transformation en hard law. Et on passe donc ici du soft instrumentum au hard law. Comme nombre d'instruments universels ou catégoriels de protection des droits de l'homme, la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées fut précédée, entre autres, par la Déclaration sur les droits des personnes handicapées proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU le 9 décembre 1975 et par les règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées du 20 décembre 1993. Forte du constat selon lequel le droit universel des droits de l'homme, aussi contraignant fût-il, pâtissait au niveau de sa mise en œuvre d'un manque d'effectivité à l'égard des personnes handicapées, la décision fut prise en 2001 de créer un comité ad hoc chargé d'envisager l'adoption d'une convention spécifique pour les personnes en situation de handicap. Et ce processus a débouché sur l'adoption du texte de la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées par l'Assemblée générale de l'ONU le 13 décembre 2006. Entrée en vigueur le 3 mai 2008, la Convention est aujourd'hui ratifiée par 153 États ainsi que par l'Union européenne. Gros succès donc. Gros succès, peut-on pour autant distinguer dans le champ du handicap un avant et un après-convention ? L'entrée en scène d'une convention juridiquement contraignante a-t-elle mis un terme, ou en tout cas a-t-elle mis un frein à la prégnance du soft law en matière de handicap ? Alors ma réponse sera la suivante, et les développements qui suivent tenteront de l'étayer. Oui, l'on peut distinguer un avant et un après-convention, sachant cependant qu'on est loin encore d'avoir laissé à cette convention onusienne la possibilité de déployer toutes ses potentialités. Si cette convention a indéniablement contribué à visibiliser le mouvement amorcé par différentes normes de soft law, la Convention sur le droit des personnes handicapées constitue essentiellement, à l'instar des instruments de soft law, une source d'inspiration pour le législateur et une source d'interprétation pour le juge. Mais non, l'arrivée de cette Convention onusienne sur le droit des personnes handicapées n'a pas diminué l'engouement pour le soft law en matière de handicap, et ce pour plusieurs raisons.
Premièrement, la Convention relative aux droits des personnes handicapées ménage elle-même une place au soft law, puisque l'organe de surveillance, le Comité sur les droits des personnes handicapées, relève de cette mouvance. Tant la vingtaine d'observations finales par lesquelles le comité a répondu aux rapports étatiques qui lui ont été transmis périodiquement, que la dizaine de suggestions et recommandations qu'il a formulées dans le cadre du mécanisme de communication individuelle sont dépourvues de caractère juridiquement contraignant, et il en va de même des 2 observations générales du comité adoptées en 2014. Alors, on notera dès à présent que, en tout cas, dans la soft jurisprudence qu'il produit, le comité des droits des personnes handicapées ne se réfère pas à des sources externes de soft law. J'y reviendrai. Autre motif expliquant l'importance persistante du soft law en matière de handicap, c'est tout simplement que le contrôle du respect de cette convention onusienne n'est pas concentré dans le seul main du Comité des droits des personnes handicapées. À l'heure du droit en réseau, d'autres organes de contrôle veillent à l'effectivité des droits des personnes handicapées sur la base des traités dont ils assurent la garde. Par ce biais, et aux fins de les interpréter, on l'a dit et redit déjà dans le cadre de ce colloque, les 10 organes de contrôle ont égard à la Convention sur les droits des personnes handicapées, mais pas seulement. Des instruments de soft law continuent à être mobilisés, voire à nourrir le raisonnement des organes de contrôle, que l'adoption de ces instruments de soft law soit antérieure, concomitante ou même postérieure à l'adoption de la Convention onusienne. Premier exemple, le Comité européen des droits sociaux. Le Comité européen des droits sociaux se réfère abondamment au soft law pour interpréter la Charte sociale européenne. Tel est notamment le cas dans la décision qu'il rendit le 18 mars 2013 à l'encontre de la Belgique. Dans cette décision, le comité conclut à la violation des obligations positives induites notamment de l'article 14, paragraphe 1er de la Charte sociale révisée, article qui consacre le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés. Et le Comité européen des droits sociaux conclut à la violation de cette disposition en raison, je cite, du manque de solutions d'accueil et d'hébergement adaptées aux besoins des personnes souffrant d'un handicap de grande dépendance. Dans le sillage de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dans le sillage d'instruments de soft law que le Comité européen cite également et qui convergent largement en faveur d'un processus de désinstitutionnalisation, le Comité européen des droits sociaux reconnaît la nécessaire diversité des options à même de garantir ce droit. Il n'en considère pas moins, et c'est un point important à retenir, que l'article 14 de la Charte risque d'être mis à mal, je cite à nouveau, si l'offre raisonnablement considérée comme la mieux adaptée aux besoins des personnes en situation de grande dépendance s'avère particulièrement déficiente. Codest en Belgique, la Belgique est épinglée du doigt pour ne pas mettre suffisamment à disposition de ces personnes de grande dépendance des institutions qui répondent à leurs besoins. Alors, on pourrait évidemment penser que ce type de décision, comme celle rendue par le Comité européen des droits sociaux, favorise une approche intégrative du droit des droits de l'homme en s'adossant aux tendances existantes en matière de politique concernant les personnes handicapées, manifestées par différents instruments de soft law et de hard law que le Comité cite du reste. En 2014, un an après cette décision du Comité européen des droits sociaux, en 2014, le Comité onusien des droits des personnes handicapées a pourtant recommandé à la Belgique, ce même État, d'œuvrer pour une politique de désinstitutionnalisation en réduisant les investissements dans l'infrastructure collective et en favorisant les choix personnels. Aucune référence à la décision précitée du Comité européen des droits sociaux, que l'observation finale du Comité onusien des droits des personnes handicapées semble pourtant contredire en faisant fi des nécessités spécifiques aux personnes handicapées en situation de grande dépendance. À tout le moins, cette observation finale du Comité des droits des personnes handicapées apparaît-elle maladroite dans sa formulation et signale-t-elle un manque de dialogue entre producteurs de soft law, un manque de dialogue qui est d'autant plus étonnant que l'article 38 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées encourage expressément ce dialogue. Le soft law est dépourvu de force contraignante, mais si en plus il ne fait pas signe dans la même direction, peut-il vraiment encore prétendre susciter l'adhésion ?
Le récent rapport du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui a été rendu public le 28 janvier 2016, suite à sa visite en Belgique, présente à cet égard le grand mérite de réconcilier les deux perspectives, celle du Comité européen des droits sociaux et celle du Comité des droits des personnes handicapées. Du côté de la Cour européenne des droits de l'homme. Du côté de la Cour européenne des droits de l'homme, les arrêts qui concernent les personnes en situation de handicap sont nombreux et plus riches d'enseignements concernant la Convention onusienne que le soft jurisprudence du Comité européen des droits sociaux. Cette Convention onusienne est fréquemment invoquée, mais là aussi, bien souvent, aux côtés de normes de soft law antérieures, concomitantes ou postérieures à la date d'entrée en vigueur de la Convention onusienne. À défaut d'être discutée, la légitimité de l'invocation de ces différents instruments de soft law n'apparaît cependant pas toujours clairement, on l'a déjà dit, et le constat n'est pas propre au contentieux du handicap. C'est dans l'arrêt Glore contre Suisse, un arrêt qui a été rendu le 30 avril 2009, que la Convention onusienne fit sa première apparition dans la jurisprudence strasbourgeoise, alors même qu'à l'époque, cette convention onusienne n'était pas encore entrée en vigueur au moment des faits et que l'État défendeur, la Suisse, ne l'avait pas encore signée. Le juge strasbourgeois avait invoqué ce hard law en puissance aux côtés d'une recommandation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour établir l'existence, je cite, d'un consensus européen et universel sur la nécessité de mettre les personnes souffrant d'un handicap à l'abri de traitements discriminatoires. Fin de la citation. La Convention onusienne sera ensuite invoquée à l'égard d'États qui l'ont signée, mais pas encore ratifiée. Depuis lors, et de manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme prend soin de préciser si et quand l'État défendeur a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, mais sans préciser si celle-ci était déjà en vigueur à son égard au moment des faits, sans non plus que la Convention onusienne soit nécessairement mobilisée dans le raisonnement en droit, même lorsque, comme dans l'arrêt Semikivostov contre Russie du 6 février 2014, il apparaît patent qu'elle a inspiré le constat de violation auquel la Cour aboutit. Dans d'autres arrêts, par contre, je songe en particulier à l'arrêt SHH contre Royaume-Uni du 29 janvier 2013, dans d'autres arrêts, la Cour européenne affirme expressément que la Convention sur les droits des personnes handicapées éclaire le champ d'application des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Si la Convention relative aux droits des personnes handicapées inspire de manière indéniable la Cour européenne des droits de l'homme, cette Cour strasbourgeoise n'a cependant pas toujours cherché à indexer le niveau de protection des droits qu'elle protège sur celui offert par la Convention onusienne sur le droit des personnes handicapées, au point que la doctrine la plus récente, même pas encore publiée, a pu parler d'occasions manquées en la matière. Je prendrai un exemple, l'arrêt MS contre Croatie du 19 mai 2015. Alors, dans cette affaire, que se passe-t-il ? Dans cette affaire, la requérante se plaint d'avoir subi un internement forcé et des mesures coercitives contre sa volonté, suite à des difficultés psychologiques qu'elle rencontrait et qui se traduisaient par des maux physiques. Sans condamner comme tel l'isolement et d'autres formes de mesures coercitives imposées contre leur volonté à des patients atteints de problèmes psychologiques ou intellectuels au sein des hôpitaux, la Cour européenne des droits de l'homme se réfère à l'évolution des standards juridiques contemporains établis par différents instruments de soft law pour insister sur le caractère tout à fait exceptionnel de telles mesures, des mesures qui ne sont destinées à n'intervenir qu'en dernier ressort, à défaut d'autres alternatives et moyennant un certain nombre de garanties. Alors certes, dans cette affaire, la Cour conclut in fine à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais en l'interprétant à la lumière d'instruments de soft law qui offrent un niveau de protection inférieur à l'article 15 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui, elle, est pourtant juridiquement contraignante, en ce compris à l'égard de l'État défendeur, et qui avait par ailleurs été citée par la Cour européenne des droits de l'homme dans le droit international pertinent. L'article 15 de la Convention onusienne sur le droit des personnes handicapées garantit le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, comme l'article 3 de la Convention européenne, mais l'article 15 de la Convention onusienne interdit en particulier, et de manière beaucoup plus radicale que ne le fait la Cour européenne dans cet arrêt MS contre Croatie, je cite, « de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ».
dans cette même affaire, MS contre Croatie de 2015, dans cette même affaire, la Cour européenne des droits de l'homme conclut également à la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme dans son versant procédural, compte tenu de multiples défaillances qui ont entaché la procédure d'internement forcé de la requérante. Alors, à l'appui de son constat d'un déficit d'effectivité dans l'accès à la justice, la Cour européenne des droits de l'homme mentionne l'article 13 de la Convention onusienne sur les droits des personnes handicapées qui garantit l'accès effectif des personnes handicapées à la justice sur la base de l'égalité avec les autres. Très bien. En revanche, et une fois encore, la Cour européenne des droits de l'homme s'abstient de revenir dans son raisonnement sur l'article 14 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, au terme duquel l'existence d'un handicap ne justifie en aucun cas une privation de liberté. Un prescrit dont les implications ont été tirées dans la pratique du Comité onusien sur le droit des personnes handicapées, mais qui procède d'une logique différente de celle de l'article 5, paragraphe 1er E, de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque cet article 5, paragraphe 1er E, de la Convention européenne des droits de l'homme interdit la privation de liberté, sauf s'il s'agit d'une détention régulière d'un aliéné. Alors évidemment, la question qui se pose en l'espèce, c'est de savoir si, par exemple, sur la base de l'article 53 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge strasbourgeois aurait pu, en l'espèce, privilégier le meilleur niveau de protection offert par la Convention onusienne, compte tenu d'une part du prescrit en sens contraire de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, compte tenu d'autre part de l'absence de ratification de cette Convention onusienne sur les droits des personnes handicapées par l'ensemble des États membres du Conseil de l'Europe, puisque 5 États se sont à ce jour abstenus de ratifier cette Convention. Bien que, contrairement au Conseil de l'Europe, l'Union européenne soit partie, c'est une singularité, à la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées, celle-ci ne nous paraît pas avoir produit davantage d'effets dans cette enceinte. Là aussi, au niveau de l'Union européenne, la Convention onusienne influence, certes, le droit de l'Union européenne, mais dans des limites relativement contenues qui, somme toute, l'apparentent à du soft law. Premier effet tangible de l'existence de la Convention onusienne. Après l'entrée en vigueur de la Convention sur les droits des personnes handicapées à son égard, la Cour de justice s'est détournée de sa jurisprudence Chacon-Navas, qui, pour l'application de la directive antidiscrimination 2078, avait retenu une définition médicale du handicap, mettant l'accent sur la déficience de la personne handicapée. La Cour de justice, depuis l'entrée en vigueur de la Convention onusienne, retient désormais l'approche sociale véhiculée par la Convention onusienne sur les droits des personnes handicapées, approche sociale selon laquelle le handicap est, en bonne partie en tout cas, la conséquence de l'organisation sociale. De son côté, le Parlement européen a proposé d'ajouter dans la proposition de directive destinée à compléter les directives antidiscrimination adoptées en 2000, le Parlement européen proposait une définition du handicap qui est elle-même directement inspirée de la Convention onusienne. On distingue bien ici un avant et un après Convention onusienne. Il reste que si la Cour de justice s'accorde pour considérer que la primauté de la Convention onusienne sur le droit des personnes handicapées, ratifiée par l'Union, prime, que cette primauté sur les textes de droit dérivés commande d'interpréter ces derniers dans la mesure du possible en conformité avec celle-ci, le juge luxembourgeois se limite à reconnaître ce seul effet à la Convention. Une interprétation conforme dans la mesure du possible, franchement, on peut mieux faire. Dans l'arrêt Glatzel du 22 mai 2014, la Cour de justice a en effet jugé, je cite l'extrait, qu'étant donné que les dispositions de la Convention de l'ONU sur le handicap sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leur effet, à l'intervention d'actes ultérieurs relevant des parties contractantes, les dispositions de cette Convention ne constituent pas, du point de vue de leur contenu, des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises permettant un contrôle de la validité de l'acte du droit de l'Union au regard des dispositions de la dite Convention. Fin de la citation. En un mot, point d'effet direct, donc point de contrôle de conformité. Au mieux,
la Convention onusienne tient lieu de programme à l'égard des États parties, pour reprendre la qualification retenue dans l'arrêt Z de la Cour de justice du 18 mars 2014. Cette assertion à propos d'une convention garantissant les droits de toute génération confondue, première génération comme seconde génération, est à rebours des standards actuels de la théorie générale des droits fondamentaux. Le Comité européen des droits sociaux, le Comité onusien sur les droits des personnes handicapées, la Cour européenne des droits de l'homme pratiquent de tels contrôles de conformité sans se soucier de l'effet direct ou non des dispositions de la Convention onusienne, et ce n'est que logique. Je n'ai pas le temps de le développer, mais c'est une logique implacable. Enfin, dernier point de mon exposé, le sort réservé à la Convention onusienne n'est pas plus enviable au niveau national, et là je m'inscris dans la tendance lourde dénoncée depuis hier, et je me fie plus particulièrement au cas de la Belgique, qui a ratifié cette Convention onusienne le 2 juillet 2009. Peu invoquée par les plaideurs, la Convention onusienne sur le droit des personnes handicapées est largement boudée par les juges belges. Quant au soft law en matière de handicap, là on n'en parle même pas, il se relève totalement absent du prétoire. Pour l'essentiel, en Belgique, ce sont les législations antidiscrimination qui transposent les directives européennes et qui interdisent la discrimination sur la base du handicap, qui donnent lieu à discussion devant le juge belge. Il est vrai cependant que nombre de contestations se soldent par un règlement amiable à la faveur de l'intervention du Centre interfédéral pour l'égalité des chances, qui est l'organisme indépendant désigné par l'État belge pour assurer la promotion, la protection et le suivi de la Convention onusienne sur le droit des personnes handicapées. La Convention onusienne sur le droit des personnes handicapées a par ailleurs inspiré un certain nombre de réformes législatives qui, si elles prétendent traduire le changement de paradigme insufflé par la Convention onusienne sur le droit des personnes handicapées, n'en ont pas moins reçu un accueil mitigé, notamment de la part du Comité des droits des personnes handicapées. Le mot de la fin, aussi harde soit-elle en la forme, la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées doit encore convaincre pour être traduite, appliquée et observée. Comme l'écrivait Paul Martens à propos des droits économiques, sociaux et culturels, et je cite ce très bel extrait, « C'est le propre des valeurs essentielles de n'atteindre l'âge juridiquement adulte que par étapes successives. Elles doivent d'abord sortir du marécage des grands sentiments, puis elles accèdent à la consistance rhétorique pour advenir ensuite à la consécration normative et s'accomplir enfin dans l'effectivité juridique. » On n'y est pas encore tout à fait. Je vous remercie.